Donc bonjour à tous. Donc 40 minutes, c'est super court. J'ai beaucoup de trucs à dire. Donc voilà, j'ai déjà été présenté. Donc voilà pour ma presse de mon côté. De toute façon, vous aurez les slides à la fin, donc vous pourrez aller voir. Donc mon Twitter, etc., etc. Donc on va parler DNS. Ce talk qui est pas trop PHP, mais qui est très web, très réseau. Voilà, on va voir comment ça marche le DNS, pourquoi on utilise du DNS, qu'est-ce qu'on peut faire avec le DNS, et puis on va faire des exemples, hein, donc création d'une zone, transfert d'une zone, création de nom, etc., etc., pour voir un petit peu comment ça marche, et puis pour arrêter, par pitié, d'utiliser 8888, 9999 ou 8844 et de donner ces infos à tout le monde. On va voir que c'est très simple d'installer un serveur DNS dans son entreprise, dans son infra, et donc de garder toutes les choses relativement privées. On va voir ça ensemble. Donc, pourquoi le DNS? C'est simple, hein, parce que une adresse IP, c'est rigolo, c'est bien. 32 bits, 128 bits maintenant sur IPv6. Alors déjà en IPv4, c'était super chaud à mémoriser, mais alors en IPv6, je vous laisse même pas décrire le truc. Donc, en fait, les ordis, hein, les machines, elles savent manipuler des chiffres, et puis nous, nos cerveaux, ils savent manipuler des lettres. Donc, il faut faire une correspondance entre les deux, parce qu'on est incapable de mémoriser des chiffres, des centaines de milliers de chiffres. On préfère mémoriser des noms. Donc, il faut un système qui sache traduire des noms que nous, cerveaux humains, savons bien mémoriser, en des numéros que les machines savent mémoriser. Donc, au début de l'informatique, entre guillemets moderne, on va dire 70, on utilisait un fichier de correspondance qu'on appelait host.txt, où on disait que la machine Toto, son adresse IP, c'est ça. Et donc du coup, le fichier host.txt, il faut le transférer sur toutes les machines qui sont connectées au réseau, pour que tout le monde puisse résoudre des noms, hein, d'accord ? Il y avait quelques dizaines, quelques centaines de machines à l'époque, hein, reliées au réseau. Mais ça grossit. Il y a de plus en plus de machines qui sont reliées, et donc synchroniser le fichier host.txt, hein, l'espèce de petite base de données, entre tous les postes. Tiens, tu veux pas récupérer la nouvelle base de données ? Toutes les 24 heures, il y avait un mail pour récupérer la nouvelle base de noms. C'était un petit peu l'enfer. Donc il a fallu inventer un système qui sache un petit peu centraliser tout ça, un genre de base de données. Et donc c'est comme ça qu'on a inventé le DNS. Hein. Et donc le DNS, c'est simple, on va voir, on a des clients qui font appel à des serveurs qui demandent « Coucou, c'est quoi l'adresse IP » ou « C'est quoi ceci, cela ?» On va voir ce qu'on peut mettre dans le DNS, on peut mettre beaucoup de choses qui correspondent à tel nom. Et la base de données répond tiens, voilà, c'est telle adresse IP ou c'est tel service. Okay, voilà un petit peu pourquoi on a mis en place le DNS et globalement comment ça fonctionne. Alors, on ne s'est pas trop embêté quand on a créé le DNS, on avait déjà le système de fichiers, on s'est dit bon voilà, c'est organisé de la même manière que le système de fichiers, sauf que c'est se lie à l'envers. C'est-à-dire qu'on commence, au lieu de commencer par le slash, on va terminer par le slash, et c'est pas un slash, c'est un point. Voilà, c'est tout. Ça fonctionne exactement de la même manière qu'un file system, sauf que ça se lie dans l'autre sens. C'est tout. Voilà, donc on s'est dit, système de fichiers, ça permet d'organiser des fichiers, des dossiers, hein, donc on va voir qui contiennent des fichiers ou des dossiers, etc. etc. Et donc on s'est dit, voilà, on va réutiliser la même chose, et puis le slash, c'est bien joli, mais on va changer, on va utiliser le point. Voilà, et donc c'est comme ça que ça fonctionne, le DNS, et le nommage des choses. Alors, c'est vraiment assez semblable au file system, c'est-à-dire qu'on a voulu aussi dire il ne faut pas que le DNS soit centralisé, il ne faut pas qu'il y ait une base de données dans le monde avec un mec, une organisation, qui gère tous les enregistrements. Donc, on a créé une base de données décentralisée, on va voir ce qu'on appelle la délégation. C'est comme pour le file system. Sur le file system, vous avez un file system local, il est à vous, vous le gérez, et puis si vous faites du montage NFS, par exemple, vous allez monter une arborescence que vous ne gérez pas dans votre propre file system. C'est exactement la même chose avec le DNS. Hein, quand vous allez administrer ce qu'on appelle une zone, vous administrez cette zone-là, et vous pouvez déléguer l'administration de sous-zones à d'autres personnes dont vous ne maîtrisez du coup plus rien. Hein, d'accord ? C'est eux qui vont gérer leur propre zone en pouvant déléguer des sous-zones à d'autres personnes, etc., etc., etc.
Donc en fait, ce système, il résout principalement le problème qu'il y avait sur le web, c'est-à-dire il n'y a plus besoin de fichiers host.txt, il n'y a plus d'entrées qui sont dupliquées, d'accord, tout est propre, tout semble bien géré, tout semble mieux organisé, distribué, redondant, pas de centralisation, c'est exactement ce qu'on cherchait à faire quand on a créé le web et l'internet. Il faut bien encore le garder en tête de nos jours, où on essaye un petit peu de tout centraliser, il faut bien se souvenir que c'est décentralisé. Le net et l'internet. Donc voilà, en gros, ça solutionne tout ça. Alors, on a donné 2-3 petites règles. Hein. On a dit, alors ça c'était à la base, ça évolue un petit peu le DNS, parce que ça date des années 70, donc maintenant ça a un petit peu évolué. Par exemple, on peut mettre des caractères Unicode maintenant dans les noms, alors qu'à l'époque on ne pouvait pas. Donc 63 caractères maximum, un niveau de profondeur de 127 maximum, ok, le séparateur et le point, et puis forcément le nœud tout en haut, le nœud père de tous, c'est le nœud chaîne vide, c'est le nœud rien. Hein, comme le root du file system c'est slash rien, là c'est point rien. Okay, ça fonctionne de cette manière-là. Donc voilà, chaque domaine est juste en fait un sous-arbre du namespace principal. Okay, et donc vous, avec de la délégation, vous allez pouvoir comme ça créer une arborescence virtuellement infinie. On a vu qu'on devait quand même s'arrêter à 127 niveaux. Et donc un parent va avoir des enfants qui eux-mêmes pourront être parents d'autres enfants, etc., etc., etc. Voilà, une structure assez classique. Alors il faut bien distinguer ce qu'on appelle la zone et le domaine. Ok, ça c'est du vocabulaire dans le DNS, peut-être que vous avez entendu parler si vous administrez un DNS. Donc la zone, elle contient les enregistrements, d'accord, d'un domaine, et elle contient les informations de délégation de ce domaine-là. D'accord, et un domaine, lui, contient le merge de tout ça. Donc là, vous avez un petit exemple en bas pour ne pas être trop perdu, que j'ai repris d'Internet. Donc sur le EDU domaine, voilà, donc qui vous montre un petit peu comment ça fonctionne. Donc forcément, chacun connaît ses enfants, chacun connaît ses parents, et puis chacun connaît aussi éventuellement ses frères en remontant par le parent. Donc on peut faire de la délégation. Ok, donc la délégation, ça veut dire qu'en gros, moi j'administre telle zone et puis telle sous-zone, j'ai pas envie de l'administrer, donc je la délègue à quelqu'un d'autre qui va pouvoir l'administrer de son côté. Et ceci jusqu'à un niveau de profondeur de 127. Donc le DNS, c'est pas mal. Est-ce qu'il est le seul est-ce que c'est la seule techno qui existe pour nommer les choses? Non, mais si vous voulez vous connecter sur l'Internet, c'est un indispensable. Aujourd'hui, ça a été créé pour. Okay. Si vous avez créé un réseau qui est basé sur TCP/IP, qui éventuellement peut se connecter à Internet ou pas, à ce moment-là, il peut être intéressant d'utiliser le DNS aussi. D'accord. Si vous avez votre propre réseau local, cette fois-ci, qui n'est pas relié à l'Internet, à ce moment-là, le DNS, c'est une option. Il existe d'autres technos. Microsoft ont sorti une techno qui s'appelle WINS. Après, vous avez NIS, un truc qui nomme automatiquement les machines, etc. etc. Mais de manière générale, bon, le DNS, c'est quand même plutôt un bon pari. C'est pas tout ouvert, hein. C'est pas sans problème, mais ça permet de faire pas mal de choses. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut faire dans le DNS? On peut créer, donc c'est une base de données, on peut créer des enregistrements. Hein. Donc on va dire, tiens, dans le DNS, je vais rajouter un nouvel enregistrement, un nouveau record, un nouveau resource record. Et des enregistrements, il y en a de beaucoup de types différents aujourd'hui, en 2018. Ça a quand même pas mal évolué. Okay. C'est-à-dire qu'il fut une époque où on pouvait mettre que des adresses IP, V4 d'ailleurs, et puis c'est tout. Okay. Ensuite, on a pu créer des adresses IPv6, des pointers, donc c'est-à-dire le reverse DNS, c'est apparu un petit peu après le DNS, puis un serveur mail, puis des informations de géolocalisation, puis du service. Vous pouvez mettre votre vie dans le DNS, c'est assez rigolo. Vous avez des enregistrements qui sont de type texte, c'est-à-dire vous pouvez demander au DNS, facebook.com par exemple, donne-moi un enregistrement de type texte. Si vous regardez, vous aurez certaines
certaines sociétés qui cachent des offres d'emploi alléchantes dans des enregistrements DNS, bien sûr. Ça va de soi. Donc vous pouvez tout mettre, vous pouvez même mettre maintenant, par exemple, des codes postaux. Il y a une base de données DNS qui fait ça, qui est publiée sur le web, qui permet de faire ça. Okay. Donc vous pouvez vraiment enregistrer pas mal de trucs dans le DNS. Okay. En gros, c'est relativement infini ce que vous pouvez faire avec. Et puis ce qui est bien, c'est que c'est une base de données qui est distribuée. Okay, donc on va voir ça un petit peu, comment ça marche après, comment est-ce qu'on fait pour interroger cette base, comment est-ce qu'on fait pour résoudre des noms, comment est-ce qu'on fait pour mettre en cache les réponses, le fameux délai de propagation de 24 heures qui ne veut absolument rien dire, il faut arrêter avec ces conneries. Voilà, on va regarder un petit peu comment ça marche. Alors, dans le DNS, un client, on appelle ça un resolver. Okay, c'est du vocabulaire, hein, c'est pas moi qui ai, qui ai inventé les choses. Et donc on a des clients et des serveurs. Voilà, c'est aussi simple que ça. Donc les clients, on appelle ça des resolvers. Et les serveurs, ils peuvent être soit autoritaires sur une zone, soit non autoritaires. On verra ce que c'est. Donc quand il est autoritaire, ça veut dire qu'il a les informations de la zone. Quand il n'est pas autoritaire, c'est qu'il ne les a pas. Voilà. Et donc un serveur, s'il n'a pas les informations de la zone, il va pouvoir aller les demander s'il est récursif. Okay, et donc un serveur pourra aussi être un client. Voilà, de manière générale, comment ça marche. Alors, il y a le fameux coup du master et du slave, qu'on a l'habitude de les appeler. Il faut toujours deux serveurs, en fait, hein, DNS pour servir une zone. Et en fait, master-slave, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On verra, un slave peut tout à fait répondre à la place d'un master et peut faire autant de choses qu'un master. C'est tout, c'est juste une manière de voir les choses. Donc, pour résoudre un nom, il faut un serveur, parce qu'un resolver, lui, il est idiot. Hein, s'il n'a pas de serveur DNS, il ne va pas savoir résoudre un nom. Un serveur, lui, il sait résoudre un nom. C'est son rôle. Okay, donc résoudre un nom, c'est chercher la réponse, par exemple, le truc classique, j'ai pris. Hein, quelle est l'adresse IP de foo.bar, par exemple. Et puis la réponse, ça pourrait être foo.bar, voilà, son adresse IP, c'est ça. Voilà. Donc ça, c'est le truc assez simple, assez classique. Okay, donc chaque serveur est autoritaire sur la zone qu'on a créée. On va voir ça après. On va faire un petit exemple concret, pratique, de mise en place. Et donc chaque serveur connaît une petite partie de la réponse. On va voir ça. Quand on fouille le DNS, en fait, chaque serveur connaît une petite partie. Et en les interrogeant tous à la suite, eh bien, on va récupérer notre réponse au final. Donc forcément, vu que c'est organisé de manière hiérarchique, lorsque je veux une réponse et qu'aucun cache n'est mis en place, je vais être obligé de partir de la racine pour faire ma résolution. Donc la racine intéressante, elle est anycastée sur Internet, parce que si la racine tombe, l'Internet tombe, d'accord. Donc la racine ne tombe pas. Voilà, là je vous ai mis les principaux root serveurs que vous avez, hein, donc ça va de A jusqu'à quasiment Z maintenant. root-server.net, ok, donc qui sont relativement critiques, qui sont administrés par des grandes compagnies ou un ensemble de grandes compagnies. Hein, c'est pas vraiment centralisé l'internet, ça a été fait pour ça. Donc il y en a plusieurs sur la planète et donc ils savent répondre. Ils se font attaquer assez souvent d'ailleurs, on en reparlera peut-être après dans les questions, mais c'est anycasté, donc c'est relativement solide au niveau réseau. Donc si vous voulez résoudre un nom depuis les serveurs racines, le serveur racine, lui, il ne connaît pas votre réponse, hein, direct, d'accord. Par contre, il sait quel est le serveur à qui a été déléguée la zone. Okay, donc il va répondre dans sa réponse l'adresse IP du serveur à qui la zone est déléguée. Et du coup, qu'est-ce qu'il va faire votre resolver ? Et il va réinterroger ceci récursivement, ce qu'on appelle la résolution récursive, tous les serveurs qu'on lui renvoie jusqu'à ce qu'on lui renvoie une réponse qui lui dise tiens ta réponse c'est ça ou tiens ta réponse c'est qu'il n'y a pas de réponse. Voilà, jusqu'à ce qu'il ait le final, la solution. Alors on va regarder un petit peu, on va faire un petit exemple pour que ce soit un petit peu plus concret pour tout le monde. Une petite résolution de, alors j'ai fait exprès de prendre des noms de domaines qui sont complètement agnostiques, donc foo, alors j'ai fait exprès d'en prendre 4 aussi de profondeur, foo.bar.base.com. Ok, donc on va essayer de résoudre ça. Et on va regarder comment ça marche. Donc, moi j'ai une machine, elle est en bas à gauche, hein, d'accord, un petit resolver, et puis je vais donner l'adresse d'un serveur DNS local que j'ai monté dans mon infra.
Et puis, je lui ai dit, tiens, interroge ce serveur-là quand tu veux résoudre un nom. Donc, du coup, je vais sur cette machine, je tape foo.bar.base.com. Qu'est-ce qu'elle fait la machine? Elle se tourne vers le serveur DNS local de mon infra et elle lui dit, tiens, c'est quoi l'adresse IP de foo.bar.base.com? Le serveur, il n'en sait rien. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence par résoudre depuis la racine. Donc, il va voir la racine et il lui dit, tiens, c'est qui foo.bar.base.com? La racine, elle n'en sait rien. Par contre, elle sait c'est quoi l'adresse IP du serveur qui gère .com. Donc, elle me renvoie l'adresse IP du serveur qui gère .com. Je me tourne vers le serveur qui gère .com et je lui dis c'est qui foo.bar.base? Il n'en sait rien. Par contre, il sait qui gère la zone base. Donc, il me renvoie l'adresse IP du serveur DNS qui sait gérer la zone base. Du coup, je me tourne vers ce serveur DNS et je lui dis c'est qui foo.bar? Il y a encore une délégation, donc il n'en sait encore rien. Donc il me renvoie l'adresse IP du serveur qui gère la zone bar. Et je lui demande c'est qui fou? Lui il sait. Et il me dit que c'est 1.2.3.4. Et donc il me renvoie la réponse. Et donc j'ai fait ma résolution. Voilà, si vous avez compris ça, vous avez compris comment ça fonctionne le DNS. C'est aussi simple que ça. Chaque fois que vous coupez sur un point, vous pouvez faire une délégation sur un ensemble de serveurs qui savent répondre uniquement sur la zone qu'ils administrent. Ok, donc on appelle serveur récursif un serveur qui va se casser la tête à suivre toutes les réponses de toutes les adresses IP qu'on lui renvoie jusqu'à ce qu'il ait la réponse. Il peut y avoir 127 niveaux maximum, hein, d'accord, ça peut être du coup relativement long. Un serveur qui n'est pas récursif, lui, quand on lui pose une question, il ne sait répondre que sur sa propre zone. Et donc, il va répondre l'adresse IP des serveurs de sa propre zone, et c'est tout. Donc si on revient un petit peu sur l'exemple qu'on a fait, il faut bien faire la différence entre ce qu'on appelle une requête récursive et une requête itérative. Okay, une requête récursive, c'est je veux que tu résolves ça complètement, et une requête itérative, c'est je veux juste résoudre une partie de la réponse, jusqu'à ce que, en creusant dans mes réponses, jusqu'à ce que j'ai la réponse finale qui m'intéresse, c'est-à-dire l'adresse IP principalement de la machine concernée. Ok, donc un résolveur, lui, qu'est-ce qu'il fait? Il va se tourner vers un serveur et puis il va aller lui envoyer des requêtes récursives. Ok, et ce serveur DNS, s'il est intelligent, si on ne sait pas le configurer, il ne va être pas intelligent. S'il est intelligent, il va faire des requêtes itératives sur tous les serveurs DNS en fonction de ce que je lui ai demandé. Si je lui demande bar.com, il va se tourner vers le serveur com et il va lui demander bar. Donc il n'y aura qu'une seule requête. Par contre, si je lui demande a.b.c.d.e, comme tout à l'heure, il va y avoir autant de réponses qu'il n'y a de délégation de zone derrière le nom que j'ai demandé. Okay, donc c'est ça qu'on appelle la récursion, hein, qu'on n'a pas tendance à bien comprendre comment ça fonctionne la récursion. Si votre serveur n'a pas l'autorité sur la zone, okay, à ce moment-là, il doit demander à un autre serveur, comme on a vu tout à l'heure, la réponse. Si jamais il a autorité sur la zone, il va vous renvoyer directement la réponse. S'il la connaît, sinon il va vous dire no such domain, hein, NX domain, c'est le fameux message d'erreur qui dit que finalement tu as demandé quelque chose qui n'existe pas. Ok, donc voilà globalement comment ça fonctionne au niveau de la résolution. Alors il ne faut pas utiliser ce qu'on appelle le forwarding, hein. Il y a beaucoup de gens qui utilisent du forwarding. Le forwarding, ça ne fait que retarder les choses et ça ne fait que amplifier la non entre guillemets sécurité des données, puisque vous allez, quand vous forwardez, vous prenez la patate chaude et puis vous la passez à quelqu'un d'autre, comme ça. Donc vous pouvez forwarder encore longtemps, hein, il ne sait toujours pas résoudre, hein, d'accord. Donc il faut éviter d'utiliser ce qu'on appelle le forwarding dans le DNS. Il faut faire de la résolution et pas du forwarding. Okay, le forwarding, c'est je te passe ça parce que je ne sais pas faire. La résolution, c'est attends, je vais regarder, je vais essayer de résoudre ton nom de manière récursive. Alors ça c'était la théorie, et donc j'ai voulu montrer un petit exemple pratique, ok, voir un petit peu comment ça marche. Donc un registrar, c'est une entreprise qui s'interface avec un registre du DNS. C'est pas pour rien qu'on appelle ça un registrar. Okay, et il va enregistrer les serveurs pour la délégation de votre zone dans la zone courante. Donc si vous achetez par exemple un .com, vous allez enregistrer 2 serveurs NS
dans la zone de .com, et dès que quelqu'un va vouloir résoudre votre nom, quand il arrivera à .com répondra tout simplement vos NS à vous, et donc les requêtes vont arriver chez vous, dans votre infra. Ça va être à vous de les résoudre. Okay, c'est très simple, on fait ça avec un logiciel qui s'appelle Bind. Je vais vous montrer après. Voilà comment ça marche. Donc en gros, c'est ce que je viens de vous expliquer. Vous trouvez un registrar quelconque, hein, faites ce que vous voulez. Le registrar, il sert à aller dans la racine, parce que vous ne gérez pas la racine. D'accord ? Vous ne gérez pas point, et vous ne gérez pas .com, vous ne gérez pas .net, vous ne gérez pas... D'accord ? Ça, c'est géré déjà pour vous. Vous avez juste à enregistrer vos serveurs DNS sur un nom dans un de ces TLD. Tout simplement. Donc vous enregistrez votre NS, alors on appelle tout souvent ça le NS1 et le NS2, enfin votre serveur A et votre serveur B, en gros, vous les enregistrez au niveau du registrar. Et à ce moment-là, il va y avoir une délégation. Donc voilà comment ça marche. Par exemple, si vous voulez enregistrer le domaine sur le domaine .bar, donc ici j'ai pris un exemple sur .bar plutôt que de prendre sur .com pour essayer de sortir un petit peu de l'internet qu'on connaît. D'accord ? Vous dites coucou, je voudrais enregistrer quelque chose dans la zone .bar, et à ce moment-là, vous enregistrez vos deux serveurs NS dans la zone .bar, ok, et puis du coup cette zone-là va vous appartenir. Ensuite vous pouvez mettre foo.bar, et ensuite vous pouvez creuser base.foo.bar, etc., etc. À partir du moment où vous maîtrisez un nœud, vous maîtrisez tous les sous-nœuds. Hein, c'est ce qu'on appelle la délégation, c'est logique. Donc c'est toute une zone qui vous appartient. Okay. Une fois que vous avez enregistré votre zone, par exemple ici au niveau du registry de .bar, vous lui dites coucou, moi ma zone c'est foo.bar, et bien à ce moment-là, tout ce qui est n'importe quoi, n'importe x, etc., foo.bar, ça reviendra chez vous, tout simplement. Okay, donc si quelqu'un veut interroger maintenant wow.foo.bar par exemple, hein, okay, il demande ça à son serveur DNS. Le serveur DNS, qu'est-ce qu'il fait? Il voit que c'est la zone .bar, donc il se tourne vers la zone .bar. Il lui demande c'est quoi les serveurs DNS qui savent résoudre .bar. Et du coup, vu qu'il y a une délégation, ça va répondre avec vos noms de serveurs, ns1.foo.bar. Et du coup, les requêtes vont rentrer dans votre infra, et ça va être à vous de résoudre vos propres noms. Plutôt que de déléguer ça à quelqu'un qui va du coup pouvoir voir tout le trafic et tout ce qui se passe, vous mettez ça chez vous dans votre infra, vous sécurisez un petit peu le tout, et puis vous résolvez complètement tous vos noms. D'accord ? Voilà comment ça fonctionne. Alors, petit exemple pratique et petits outils qui vont vous intéresser. Donc, alors il y en a plusieurs, mais évidemment j'ai choisi des Unixeries qui existent depuis les années 70, donc des choses qui marchent. Okay. Bind, le serveur de base DNS sous Unix. Okay. Dig, le debugger sous Unix. Alors je prends Unix, hein, donc Linux, macOS, etc. Et puis libc, le résolveur de base, hein, qui existe dans la librairie standard du système d'Unix. Donc c'est resolve.h qui publie donc getOsByName et getAdrInfo, hein, qu'on appelle GAI pour ceux qui connaissent bien. Okay, voilà, donc ça c'est les deux appels système qui permettent de résoudre des requêtes DNS. Et donc on va essayer de regarder un petit peu au travers d'un exemple concret. Alors un exemple concret, c'est pas un exemple professionnel que j'ai mis en place dans une boîte, mais c'est un exemple que j'ai fait chez moi. Donc chez moi, j'ai, comme tout le monde, j'ai l'internet chez moi, et puis j'ai des machines, et puis je publie des services, parce que j'aime pas trop déléguer ça à des gens qui savent pas faire, je préfère le faire moi-même, je trouve qu'on fait mieux. Okay, et du coup j'ai plein de machines, et puis je me suis connecté en VPN avec plein de potes, et du coup n'importe qui peut accéder aux machines de n'importe qui, sauf qu'il faut mémoriser toutes les adresses IP. Pas super. Donc on a mis en place un DNS répliqué et décentralisé sur notre VPN. Alors là, le VPN, je l'ai pris qu'avec deux personnes. JP, c'est moi, et puis UF, c'est Ulysse, un pote avec qui on a fait ça. En réalité, on est plus que ça, mais pour simplifier un petit peu, j'en ai pris que deux. Donc le but, c'est quoi? C'est de nommer nos machines, okay, et ensuite de faire des délégations de zones. Donc moi, je vais créer une zone qui va s'appeler jp.vpn, par exemple. Okay, et puis, je vais avoir comme slave mon pote, donc c'est-à-dire que je vais transférer ma zone chez lui, comme ça lui pourra résoudre mes noms localement, au lieu de passer par le VPN pour aller chez moi. Beaucoup plus pratique, les transferts de zone, c'est extraordinaire, hein, sur le DNS. Ça permet justement de déployer son DNS un petit peu partout. On a pris un TLD qui s'appelle .vpn, okay. Il est non utilisé publiquement, mais s'il avait été utilisé publiquement, ça n'aurait pas été grave, on l'aurait juste écrasé.
par notre propre zone, c'est tout. Hein. Donc faut pas. Si vous mettez un serveur DNS dans votre infra et que vous lui dites que facebook.com c'est localhost, c'est comme un fichier host, hein, d'accord, bah, vous écrasez facebook.com. Vous pouvez écraser toute la zone .com et vous pouvez même écraser point. D'accord. Et donc à ce moment-là, vous résolvez plus l'internet, vous résolvez l'intranet. Machin, point truc, bah voilà, ça mène quelque part. Quoi. Ok. Donc ça donne un truc comme ça, en gros. Ça donne un truc comme ça. Donc, bah, je suis là, j'ai mes machines. Mon pote Ulysse, il est là-haut, il a ses machines. Ok. Il y a l'internet au milieu. On a un VPN, donc on est connecté directement avec un seul hop de routeur. Okay. Et donc du coup, à partir de là, bah, toutes mes machines, je vais pouvoir un petit peu commencer à les nommer. Okay. Et puis ensuite, je vais passer ma zone à mon collègue, à mon pote, qui lui va récupérer la zone et va pouvoir donc taper des adresses DNS, des adresses Internet dans ses navigateurs, etc. Il va pouvoir résoudre mes propres machines. Donc de quoi j'ai besoin? J'ai besoin d'un serveur récursif parce que chez moi, j'ai quand même envie de résoudre des noms sans que ce soit Google qui le sache, ni mon FAI. Donc j'installe un serveur DNS chez moi. Comme ça, je résous mes propres noms. Je ne vois pas pourquoi le monde ne fait pas ça. Et pourquoi les gens utilisent 8888. Tu installes un bind, c'est tout. Point. Il n'y a rien à faire d'autre. Et tu résous tes noms localement. Donc j'ai besoin d'un serveur récursif pour moi, pour résoudre mes noms. Et puis j'ai besoin de créer ma propre zone que je vais appeler jp.vpn avec tout ce qu'il va y avoir derrière. Okay, que je vais transférer tout simplement à mon pote pour qu'il puisse résoudre localement mes noms. Et lui va faire exactement le contraire. Il va créer sa zone qui va transférer localement chez moi pour que je puisse résoudre ces machines sur mon résolveur local, sans que j'ai besoin d'aller interroger son DNS à lui. Ça limitera un petit peu le trafic. Alors, pour ça, bah, on va utiliser du bind. Okay. Alors, il y a la doc en ligne hein, de bind. Ici, j'ai donné un petit exemple. Globalement un petit peu comment ça marche. Alors c'est pas un exemple qu'il faut copier-coller, hein, c'est un exemple qu'il faut reprendre et qu'il faut sécuriser. Ok, donc voilà la conf un petit peu basique et puis ma fameuse donc la zone point qui est de type hint. Ça c'est ce qui va me permettre de résoudre l'internet. Si j'enlève cette zone là, je peux plus rien résoudre. Hein. Ok, c'est la zone point. Ok, donc forcément, si j'enlève la zone point, bah, je peux plus rien résoudre. Et puis la zone jp.vpn, alors je ne l'ai pas dit, mais quand on parle de domaine, techniquement, ça termine toujours par un point. Le file system, ça commence toujours par un slash. Et ben, les noms de domaine, ça termine toujours par un point. Donc ici, il s'agit de la zone jp.vpn. D'accord, qui signifie qu'elle est fully qualified. Elle va jusqu'à la racine. Donc ici, elle est de type master. Et puis voilà, donc le fichier, c'est etc bindzone. Et puis bon, je l'ai appelé db.vpn. Ok. Et donc bah, là-dedans, je vais commencer un petit peu à mettre un petit peu tous mes noms. Hein, voilà, donc SRV, gaming, NAS, MKT. OBS, alors là c'est un truc assez simple, hein. J'ai fait des CNAME mais j'ai que des adresses IPv4, donc un truc relativement simple. Okay, donc je me rajoute mes enregistrements à l'intérieur, et puis comme ça, bah, je crée des nouveaux enregistrements. Je redémarre ma zone une fois que j'ai mis mon enregistrement, hein, donc il y a juste un RNDC reload à faire, et puis hop, c'est moi qui gère tous les timeouts, donc 24 heures, non. Moi, je veux un timeout de 5 minutes parce que j'édite mes zones assez souvent. Donc, je veux un timeout de 5 minutes. Donc, je mets 5 minutes. Okay, ce qui est bien quand on fait soi-même, c'est qu'on a la maîtrise de tout. Okay, qu'on n'est pas dépendant d'une propagation, machin. La propagation, c'est moi qui l'ai fait, donc tais-toi. Okay, alors là, j'ai laissé les times par défaut. Hein, le retry, le expire, etc. pour vous montrer. Alors, toute la doc de bind, voilà, je vous laisserai regarder. Voilà, vous avez tout sur ce site-là. En gros, vous allez là-dessus, vous potassez le truc et puis voilà, vous voyez un petit peu comment ça fonctionne. Alors, rapidement, je vais vous montrer un petit peu comment ça fonctionne. Donc, on met déjà le TTL par défaut. Donc là, j'ai gardé le TTL par défaut. Hein. 604 800 secondes, ça fait beaucoup, hein, d'accord? Et puis, origine, c'est votre zone. Vous voyez que la zone doit toujours terminer par un point. L'erreur classique du débutant en bind, c'est qu'il oublie le point final et il n'y a rien qui marche. Donc ma zone, $origine, c'est bien jp.vpn. N'oubliez pas le point à la fin. Okay, ensuite, je donne d'autres informations. Okay, donc le owner name, on va voir ça. Le TTL ici, il n'y a rien parce que j'utilise le truc par défaut. In, donc c'est la classe, c'est Internet, en gros. Hein. Le resource record, ici, c'est un SOA, Start of Authority. Donc je suis autoritaire sur ma propre zone. Hein. Le name server, alors c'est là que c'est un petit peu n'importe quoi. Et puis l'email, en fait, les points, c'est des arrobases. Okay, donc le name server, c'est srv.jp.vpn.
Et l'email, c'est admin@srv.jp.vpn. Tout ce qui ne finit pas par un point est systématiquement considéré par rapport à la racine qui est $origine. Donc si j'écris srv et non pas srv. Ça veut dire srv.jp.vpn. Voilà, ça permet de simplifier ce que vous imaginez bien. Un Microsoft.com ou un Google.fr, enfin ces grosses boîtes-là, hein, d'accord, vous imaginez bien qu'il leur faut un truc assez simple. Voilà, donc en gros, voilà ce que ça veut dire ce fichier-là. Vous récupérez tout ça sur la doc de bind. Hein, ok, donc là, en gros, je lui dis que jp.vpn. Il a tel TTL, il est de la classe Internet, il a un Start of Authority qui est délégué par le serveur qui s'appelle, je ne l'ai pas appelé NS1, je l'ai appelé SRV. .jp.vpn, d'accord, et il est managed par admin@. Voilà, c'est pas un arrobas, c'est un point, c'est tout. Donc vous avez juste ça à faire. Vous avez ensuite un numéro de série et puis quelques temps. Donc c'est là que vous gérez bien les temps. Vous gérez le temps de la zone, le temps de transfert, que vous allez transférer la zone au slave et tous les combien de temps le slave va tenter de mettre à jour la zone. Okay. Donc si vous êtes comme moi, assez dynamique, vous rajoutez assez souvent des noms, etc., etc. Ça peut être pas mal de baisser un peu ce temps, en sachant que de toute façon, quand vous rajoutez un nom, vous faites un reload, et au moment où vous faites un reload, votre serveur va contacter tous les slaves et va envoyer une nouvelle copie de la zone. Et donc, il met à jour la zone, intégralité de la zone sur tout le VPN. Bon, là, on n'est que 2 personnes sur le VPN, hein, mais ça s'étend à des milliers, si vous voulez, ou des millions, ça a été fait pour. Okay. Et ensuite, vous mettez vos enregistrements, tout simplement. Hein. Alors, arrobas, ça remplace l'origine. Okay, donc, arrobas, ça veut dire jp.vpn. Point, pardon. Et donc, ici, je lui dis, jp.vpn, il a un serveur NS, hein, un name server qui est SRV. Et puis ensuite, voilà, il a des adresses IP, des CNAME. Donc, les CNAME, c'est des alias, etc., etc. Et il y a enfin la zone de mon collègue. Okay. Donc, lui, c'est quoi? C'est uf.vpn. Je lui dis qu'il est slave. OK. Et puis son master, donc son adresse IP, c'est 10.1.2.1. Okay. Donc là, à ce moment-là, je vais récupérer la zone de mon pote qui va arriver dans mon DNS et donc je vais pouvoir résoudre ses propres noms. Donc n'importe quoi, point, j'en sais rien, hein, .uf.vpn. Okay. Alors après, vous avez dig pour débugger. Dig, c'est pas mal, ça vous permet de tout débugger. Donc ici, on voit un exemple, j'ai fait dig foo.jp.vpn. Je lui ai demandé d'utiliser mon propre serveur DNS, qui est sur un 192.168 assez classique. Okay. Et puis là, il m'a dit nxdomain, no such domain, foo.jp.vpn, il n'y a pas. Je n'ai pas enregistré foo. Okay. Alors, qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs-là? Hop là. Non, c'est bon. Qu'est-ce que ça veut dire tous ces trucs-là? Le no such domain, il veut dire qu'en gros, ça n'existe pas. Et puis, on voit les flags qui ont été envoyés. Hein, donc QR, qui veut dire que c'est une réponse, d'accord. Et puis surtout, intéressant, AA, c'est une réponse autoritaire, c'est-à-dire j'ai demandé à un serveur quelque chose qui concerne sa propre zone. Il n'a pas été obligé de récursivement contacter d'autres serveurs pour me donner une réponse. Ok, puisque c'est ma propre zone, c'est ma zone .vpn, ok, no such domain. Donc ici, je lui demande ça, ok. Si, par exemple, je lui demande autre chose, puisqu'il est aussi serveur récursif, donc là, j'ai pris une adresse réelle, dl.free.fr. Si là, je lui demande donne-moi l'adresse IP de dl.free.fr, on voit bien que dans la réponse, il m'a dit très clairement qu'il n'était pas autoritaire sur la zone. Hein. Je ne gère pas la zone free.fr, je gère la zone jp.vpn. Donc, quand je lui demande une information concernant jp.vpn, il me dit qu'il a une authoritative answer, une AA. Par contre, quand je lui demande une autre information, puisque j'ai déclaré la zone hint. Il va faire sa résolution récursive. OK? Tout simplement. Si jamais je lui demande une réponse non récursive, vous voyez? Donc là, je lui dis, donne-moi l'adresse IP de dl.free.fr, mais de manière non récursive. OK? Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il va interroger le serveur .fr et il va lui demander c'est quoi l'adresse du serveur qui gère free.fr. Et puisque ce n'est pas récursif, il s'arrête là. Et donc, il me donne les NS de free, qui sont free ns2-g20.free.fr. Ils ont des nommages un peu bizarres. Okay. Et si je demande du récursif, cette fois-ci, j'ai bien ma réponse. Okay. Là, cette fois-ci, il me donne bien des adresses de serveurs dont on voit qu'ils font du round robin, le truc assez classique. Vous pouvez tout tracer, hein. C'est ça qui est assez rigolo aussi avec dig, c'est que vous pouvez tracer depuis la racine. Donc là, si vous rajoutez plus trace, on voit très bien dig dl.free.fr. Qu'est-ce qu'il commence à faire, mon serveur? Il contacte point. Il contacte G, parce qu'en Europe, c'est G et E. G.route-serveur.net, qui lui donne l'adresse de .fr. Puis il contacte .fr.
C'est la FNIC qui gère le .fr, qui me dit que free.fr, les serveurs NS, ils sont là-bas. Ah bah demandons à ces serveurs NS, c'est quoi dl.free.fr? Bah voilà, c'est 212.27.63.35. D'accord? Vous pouvez tout débugger avec ça. Tout est récursif, ok, et puis tout est mis en cache. C'est ça qui est super intéressant, pour le temps de chaque zone. Donc si .fr a dit qu'il voulait mettre en cache pendant 24 heures, dès que vous allez modifier un enregistrement sur .fr, forcément, votre serveur, la première fois qu'il a reçu la réponse, il la garde en cache pendant 24 heures. Il faut redémarrer votre serveur à ce moment-là. Si vous redémarrez votre serveur, vous allez résoudre depuis la racine. Okay, ou alors, il faut faire péter l'enregistrement. Donc, il garde toutes les informations de manière récursive en cache. Si vous demandez base.foo.bar.com, si auparavant, vous aviez demandé hello.wow.bar.com, eh bien la résolution va se faire à partir de bar.com, puisqu'il connaît déjà les informations de .com et de bar.com. Donc plus vous résolvez, et plus vous remplissez le graphe du cache de résolution, et plus les résolutions sont rapides, et moins il y a besoin de réinterroger la racine. Tout simplement. Donc vous demandez une fois un .com, une fois un .fr, une fois un .net. Bah pour tout ce qui est .com, .net et .fr, vous ne repartirez pas depuis la racine, puisque votre serveur, il a les adresses des serveurs qui gèrent le .fr, le .com, etc., etc. Le cache, vous pouvez le voir si vous le voulez. Vous pouvez générer votre cache avec bind. Vous pouvez voir ce qu'il y a à l'intérieur. Vous pouvez voir qui a interrogé quoi, évidemment. Hein, d'accord. Et puis, vous pouvez le vider, le flusher si jamais vous voulez. Il faut éviter quand même, parce que des noms, on en résout quand même pas mal aujourd'hui. Okay, ici, on voit un petit... round robin, hein, donc vous avez plusieurs adresses IP qui correspondent à un seul domaine, ce qui est tout à fait normal. C'est ce qui permet de load balancer les IP. Et puis enfin, donc voilà, là vous avez l'adresse des root serveurs, okay, l'intégralité des root serveurs que vous pouvez récupérer depuis la zone point dans n'importe quel bind que vous utilisez, puis avec plus trace, vous voyez ça assez souvent. Alors en conclusion, qu'est-ce qu'on peut dire? Que c'est pas hyper difficile à comprendre, même si bon, en 40 minutes, c'est un peu compressé pour essayer de tout comprendre. J'ai fait l'impasse sur plein de choses. Sur DNSSEC, sur la sécurité. Ok. Si vous installez un serveur DNS dans votre infra, vos résolutions seront privées. D'accord. Sauf évidemment le trafic qui va passer depuis votre serveur DNS vers les autres serveurs DNS pour aller récupérer forcément les adresses IP respectives de tous ces serveurs-là. Mais vous ne passez pas par un 8888, par un 1111 qui est sorti il n'y a pas très longtemps, ou par un 9999. D'accord. Do it yourself. C'est hyper simple. Installer un bind qui résout des noms dans votre infra pour ne pas être dépendant de quelqu'un d'autre, ça prend 4 secondes. À sécuriser, ça va prendre 12 secondes. Il ne faut juste pas ouvrir la récursion sur l'extérieur. Là, forcément, il y a tout le net qui va utiliser votre serveur pour faire des résolutions et pour faire des attaques par amplification, etc. etc., etc. Donc, c'est assez simple. Hein, vous achetez un domaine, et puis plutôt que de mettre tous vos enregistrements dans l'interface graphique de votre provider qui vous dit que lui, il a réglé le TTL sur 24 heures, et que vous mettez vos deux NS, vous déléguez la zone chez vous, enfin dans votre infra, vous ouvrez vos IP et puis basta, quoi. Vous gérez votre zone vous-même. Ça a été fait pour ça, hein, d'accord. C'est vraiment hyper simple. À l'occasion, bon, vous aurez les slides. Hein. J'ai trouvé cette vidéo relativement, on va pas la regarder maintenant, mais relativement intéressante, super géniale pour vous bien montrer comment ça fonctionne le DNS. Je vous laisserai regarder un petit croquis, un petit machin assez bien foutu qui montre bien une fois de plus comment ça marche. Je crois qu'on a le temps pour des questions. Non, je suis tout pile dedans, hein, tout pile dans les temps. Donc, merci à tous. Il doit y avoir 5 minutes peut-être à tout casser, hein, de questions. Voilà, donc si vous avez des questions, après je reste dispo sur la journée pour parler plus longuement. Il y a des questions? Ouais. Merci beaucoup, c'était super intéressant. Ma question, c'était à propos de dig plus trace. Oui. Est-ce que finalement, ce qu'il fait, c'est qu'il découpe entre chaque point et il fait un appel non récursif? Enfin, exactement. Ok, donc c'est le client qui fait le boulot de ce que ferait normalement le serveur, c'est ça? Enfin, si tu faisais pas en plus trace, quoi.
Oui, voilà, oui, c'est ça. Il demande une trace et puis il regarde tout ce qui se passe. D'accord. Donc là, vous voyez tout. Et donc, du coup, ce qui est pratique, c'est quand vous faites une délégation, vous voyez si ça bloque. Ça m'est arrivé, ceux qui ont essayé de taper mon blog il y a 1 semaine et demie. Enfin, les mecs d'OVH en plus. Enfin, bref. Voilà, donc vous voyez bien où ça bloque, d'accord. J'ai machin.truc.base. Le point base arrive à donner les adresses IP des serveurs de .truc, mais .truc est injoignable, donc voilà, ça coupe à cet endroit-là. Boum, c'est là qu'il y a un problème réseau typiquement. D'autres questions? Ouais, Ouais, c'est bon. il marche. Alors, c'était à propos de ce que tu as parlé des root servers. Tu disais qu'ils sont non. Enfin, tu as utilisé un terme que je ne me rappelle plus. Ils sont, je sais pas, répliqués ou distribués. il me semble. Oui. Anycasté. Anycasté aussi, voilà. oui. Est-ce que tu peux expliquer ce terme? C'est-à-dire qu'une adresse IP correspond à plusieurs adresses IP, Ah, c'est ça, Anycasté. tout simplement. C'est le réseau qui va router sur la bonne machine. Et théoriquement, si le DNS c'est rapide, c'est parce qu'il fait des mesures et il va router sur la machine qui a le plus petit TTL au niveau de vous-même. Donc si vous résolvez .com en Europe, vous allez faire ça principalement sur le serveur européen ou les serveurs européens. Et si vous faites ça aux États-Unis, évidemment, la racine, vous allez utiliser la racine aux États-Unis et pas la racine en Europe. C'est unicasté. Donc il y a une seule adresse IP et derrière, ça correspond à plusieurs adresses IP qui sont dispatchées. Et donc du coup, les NICAS, c'est comme ça qu'on coupe en blackholant la route. Si jamais il y a un problème de DNS, parce qu'il y a souvent des attaques sur les routes serveurs, évidemment, on blackhole la route et puis on envoie tout le monde dans le trou noir, quoi, au niveau réseau. Ouais, il y a une question encore, tout là-haut, je vois un truc qui bouge. Est-ce que tu peux garder la main levée, s'il te plaît? Merci beaucoup, c'était super intéressant. Qui est le route des routes? Il n'y a pas de route de route, c'est pas centralisé l'Internet. Mais comment en fait les serveurs routes entre eux se synchronisent et arrivent à partager leur même... Ils ont un réseau interne. Qui n'est pas du DNS. Ils se font des transferts de zones, mais de manière privée sur du sécurisé, quoi, hein, donc personne ne voit rien. Ils se transfèrent les zones entre eux, d'accord, et puis du coup ils sont tous à jour en permanence. C'est le but. C'est-à-dire que quand on rajoute un enregistrement, alors de toute façon les routes, ils gèrent juste les TLD. Donc, à moins de rajouter un TLD, point auto, point. Alors il y en a beaucoup maintenant. Hein. On s'amuse pas mal. Là, on est en train de charger pas mal les routes serveurs. Ouais. Bon, on est en 2018, on ne pouvait pas faire ça il y a 40 ans parce que c'était. Vous avez des photos des routes serveurs, hein, d'accord? Vous en avez certains qui tournent depuis, qui ont des infras qui datent, ils n'ont jamais été éteints, quoi. Hein. Vous en avez quelques photos, c'est assez impressionnant. Ouais, les mecs qui gèrent, vous avez tout un tas de choses. Tous les mecs qui gèrent les routes serveurs, vous avez des PDF, des machins qui vous expliquent comment ils font, etc. C'est relativement privé parce que c'est extrêmement critique. Hein. C'est extrêmement critique, ok. Donc si jamais ça tombe, il y en a plein, donc ça peut pas tomber, mais en fait ils sont tous reliés entre eux puisque forcément ils sont sur Internet. Donc l'internet ça relie tout le monde entre eux, d'accord. Et donc dès qu'il y a un nouveau TLD point .jp, tiens, point .jpoly, voilà, je le mets dans un route serveur. Alors évidemment j'ai pas la capacité de le faire. Hein. C'est certaines sociétés qui font ça, c'est l'internet, c'est l'IANA, c'est l'ICANN, c'est toutes ces organisations-là. Ils le mettent dans un et ils s'arrangent pour que ça réplique sur les autres, ou alors ils le font tous ensemble et ils synchronisent tous ensemble, voilà. Mais généralement le route serveur il gère que le TLD, donc on s'en fiche. Hein. C'est plus le serveur de .com. Lui par contre, parce qu'il y en a plusieurs, ou .fr, eux il y en a des millions d'enregistrements. Dans Point il n'y en a pas des millions, il y en a quoi, une centaine. Il y a combien de TLD qui existent? Une centaine, 150, je sais pas. Il faudrait regarder. Voilà en gros. Alors, une question par rapport à la disponibilité et la répartition des routes serveurs. Il fut une époque où ils étaient très majoritairement aux États-Unis. Est-ce que c'est un petit peu plus Ah oui, il y en a partout. maintenant? Il y en a partout. On en a combien en Europe? J'ai pas les en France? détails. Il y a un PDF qui traîne sur Internet où vous pouvez regarder. Mais la FNI, le RIP en a un.
Et la FNIC en a un aussi, me semble. Donc déjà en Europe, vous en avez déjà 2 au minimum. Après, il y en a en Asie, il y en a en Afrique et il y en a aux États-Unis. Donc là, il y en a partout. Ouais, aujourd'hui, bien sûr. Sinon, on est obligé de faire du TTL jusqu'aux States pour résoudre la racine. C'est un peu. Ça va super vite le DNS. Hein. La vidéo est assez impressionnante que je vous ai passée. Vous regarderez sur les slides. Ça va très très vite, quoi. On ne se rend pas compte. De la puissance et de l'impact extraordinaire que ça a, quoi. Que dès qu'on tape un truc, il y a plein d'échanges qui sont faits, il contacte la racine, il contacte comme, il contacte machin, c'est fait en 45 millisecondes, et ensuite c'est en cache, le plus proche de chez moi, le plus proche de ma résolution, et de chez moi en plus, donc tous les prochains appels se font en pouillème de millisecondes, quoi, 2. C'était la dernière question. On est bon, ouais, je pense, enfin, sauf s'il y a peut-être... C'est ouais. pour le temps. Ok, bah voilà, bah ok. Donc du coup, on est bon. Merci à tous.